Bonjour les sixièmes, alors bienvenue pour ce cours qui va concerner le chapitre 6. Ok. Actuellement, nous en sommes à la partie grand 2. Les mélanges sont-ils tous les mêmes? On a donc vu les différents types de mélanges en observant l'évolution d'un verre de jus d'orange frais et d'un verre de thé. D'accord? Ce qui nous a permis par la suite de donner la définition d'un mélange homogène et hétérogène. D'accord? À partir de là, on s'est interrogé sur la manière de séparer les constituants d'un mélange. Assez rapidement, vous avez identifié la méthode de la filtration. D'accord? Donc, vous aviez un schéma à refaire et un schéma à compléter une fois que vous avez fait l'expérience. On va donc corriger ensemble cette expérience sur la filtration et donner la définition de ce qu'on appelle une filtration. Donc, vous avez réalisé une filtration. Pour ça, vous avez suivi le protocole suivant. On vous demandait de placer l'entonnoir sur le support, de placer le filtre dans l'entonnoir, de placer le pot sous l'entonnoir, et ensuite de verser le mélange hétérogène contenu dans le bécher, c'est-à-dire un pot avec un déverseur, dans le filtre sans que le niveau du liquide ne dépasse les bords du filtre. Et enfin, on vous demandait d'observer le filtrat qui coule dans le pot. Donc il fallait recopier sur votre cahier le schéma de la filtration, ensuite compléter le schéma avec les termes correspondants. Donc on y va pour compléter le schéma avec les bons termes correspondants. On commence par la première flèche qui est juste ici. C'est un pot en verre avec un bec verseur. Donc d'après le document précédent, c'était le bécher. Donc ici, vous corrigez si vous n'avez pas mis que c'était le bécher. D'accord? Donc c'est un terme allemand. Ça se dit pas un bécher, ça se dit un bécher. Désolé. Voici ici le bécher. Ensuite, vous aviez ici un liquide. D'accord? C'était pas l'eau boueuse. Je vous ai dit de compléter avec les termes du document précédent. C'était donc le mélange hétérogène ici. Donc, mélange hétérogène. D'accord? Donc, ici, on avait un mélange hétérogène. Ensuite, vous aviez une première partie à l'intérieur ici. C'était le filtre, bien sûr. Ok? Le filtre qui va reposer dans notre entonnoir. L'entonnoir. Ok. Ensuite, vous aviez schématisé ceci. Et ben, c'était un pot. D'accord. Il n'y a pas de bec verseur, donc c'était le pot. Ensuite, on obtenait un liquide transparent. Ouais, mais c'était toujours pas ce qui était donné dans le texte. C'est ce qu'on appelle le filtrat. Hop. Donc, le liquide obtenu après filtration s'appelle un filtrat. Donc, pensez à compléter le schéma et à le corriger, d'accord, avec le bécher, le mélange hétérogène que l'on verse dans le filtre qui repose dans l'entonnoir, et en dessous de l'entonnoir, on place un pot dans lequel on récupère le liquide qui s'appelle le filtrat. Ok. On vous demandait donc à la suite de noter vos observations, hein. D'accord, on a fait la question 1, la question 2, et donc on fait les observations. Donc, à la suite, on va noter observation. Alors les observations étaient assez simples, d'accord. Donc lorsque l'on fait la filtration, on observe deux choses. Premièrement, il y a des particules solides restent dans le filtre, premièrement, et un liquide plus clair coule dans le pot. D'accord, on réalise une filtration, on est en train donc de retirer les particules les plus grossières de notre mélange hétérogène, et on récupère à la fin un liquide qui était plus clair, presque limpide pour certains d'entre vous, d'accord, mais plus clair, ça c'est sûr, pour tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, on va donner une petite définition de notre filtration,
D'accord, donc à la suite, vous sautez une ligne et on note définition. Même si c'est le titre de la partie, on va quand même noter que c'est la définition de la filtration. Okay. Si vous voulez écrire toute la définition en rouge, vous pouvez bien sûr écrire toute la définition en rouge. Moi, je l'écrirai en bleu pour que ce soit plus simple et plus lisible pour tout le monde. Alors on y va. La filtration permet de retirer les solides insolubles du mélange. On utilise pour cela un filtre qui retient les constituants donc solides, s'ils étaient insolubles, c'est qu'ils étaient solides, et laisse passer les liquides. Hop. Donc cette filtration nous a bien permis de retirer de notre eau boueuse les particules les plus grossières qui étaient contenues dans l'eau boueuse, c'est-à-dire les particules solides. Ok. Par contre, dans le filtrat, pour la plupart d'entre vous, est resté quand même des particules, d'accord, plus fines et qui sont quand même passées à travers. Donc la filtration est un bon moyen pour retirer les particules solides et insolubles. Par contre, elle n'est pas parfaite, d'accord. Ça vient tout simplement de notre filtre. On a pris un filtre style filtre à café, ok, qui va retenir les grosses particules solides. Si on avait voulu vraiment tout retirer, il aurait fallu utiliser un papier filtre beaucoup plus fin, d'accord. En fait, les mailles du papier auraient été beaucoup plus resserrées, ok. Par contre, cette filtration aurait pris beaucoup plus de temps. Ok, donc c'est un des inconvénients de la filtration, c'est que il faut laisser le temps de la filtration pour récupérer les particules solides dans le filtre et ne laisser passer que le liquide. Bien sûr, en plus, plus on filtre, plus le filtre va se boucher, donc plus la filtration sera lente. Ok, alors ça, c'est la première partie que vous avez fait ensemble, qu'on a fait ensemble, et que vous avez pu réaliser. Il existe maintenant deux autres méthodes pour séparer les constituants d'un mélange. D'accord? Une autre méthode, d'accord, ça va être ce qu'on appelle la décantation. Donc, je vous laisse noter à la suite. Donc, c'est le petit b en bleu, la décantation. Alors certains d'entre vous savent ce qu'est une décantation, d'autres ne savent pas. On va faire un petit schéma et ensuite noter la définition de cette décantation. En fait, vous avez déjà observé une décantation. C'est simple, c'est ce qu'on a fait pour le jus d'orange. D'accord? Le jus d'orange est un mélange hétérogène. On arrive à voir la pulpe qui est à l'intérieur du jus. Et pour séparer la pulpe du jus et pour voir cette séparation, on a tout simplement attendu. D'accord? Et lorsqu'on va attendre, les constituants vont se séparer. Les constituants les plus légers vont se mettre à flotter et les constituants les plus lourds vont se déposer au fond. D'accord? Donc, si on fait un petit schéma, ça va se présenter comme ça. D'accord? Donc, on va schématiser un tube à essai qui contient de l'eau boueuse. On met une flèche pour dire qu'on va laisser reposer, on laisse le temps passer, et en laissant le temps passer, on va obtenir une eau plus claire au-dessus et un dépôt solide au fond. D'accord? Je vous laisse prendre le temps qu'il faut pour faire ce schéma, vous le faites au crayon de papier et à la règle, vous mettez de la couleur, d'accord? L'eau boueuse, vous faites comme vous pouvez, mais de manière à ce qu'on voit que c'est quelque chose qui n'est pas limpide, d'accord? Et ensuite, donc, l'eau plus claire au-dessus avec un dépôt solide au fond. Ok?
Donc la décantation, c'est assez pratique, ça ne coûte pas grand chose, ça ne coûte qu'une seule chose, c'est du temps, parce qu'il faut juste laisser le temps à chaque particule de tomber, et bien sûr, plus ces particules vont être fines, plus elles vont mettre du temps à se déposer au fond. Ok. Alors, ça va nous permettre à la suite de donner la définition de la décantation. Donc je le rappelle, hein, vous faites une pause et vous faites le schéma pour faire ça à votre aise. Donc définition. La décantation. Hop là. Bien. Alors, là aussi, si vous voulez écrire la définition en rouge, vous le pouvez. Il n'y a pas de souci, c'est votre cahier, vous l'organisez de la meilleure manière pour qu'il soit le plus attractif pour vous, pour un apprentissage plus facile. Alors on y va, la décantation consiste à attendre que les constituants insolubles du mélange tombent au fond du récipient. Bien sûr, les constituants insolubles peuvent aussi remonter et flotter, d'accord? Mais la plupart du temps, lorsqu'on réalise une décantation, c'est plus pour retirer des constituants insolubles qui vont se déposer au fond. Mais l'autre type de décantation est aussi possible. Ok? Donc, méthode assez simple, assez basique. On laisse décanter, on attend que les constituants du mélange se séparent naturellement du fait de leur masse. D'accord? Donc les plus lourds vont tomber tout de suite au fond, et puis petit à petit, on va avoir, en fonction de leur masse, différentes couches de constituants insolubles. Ok, pas de problème avec le terme insoluble là. Dès dans le cours, vous savez que quelque chose qui est insoluble, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir se dissoudre dans le mélange. D'accord? Donc, si par contre, on prend un mélange avec des constituants solubles, on peut attendre un beau moment, ils vont pas se séparer. D'accord? Exemple avec un sirop à l'eau. D'accord? Faites-vous un sirop à l'eau, vous mélangez bien l'eau et le sirop. Bah, vous pouvez le laisser une journée, vous n'allez pas avoir le sirop qui va retomber au fond. D'accord? Le sirop est parfaitement soluble dans l'eau. Donc là, vous aurez un beau mélange parfaitement homogène et le sirop ne retombera jamais au fond de votre verre. D'accord? Alors, il nous reste une troisième méthode de séparation des constituants. D'accord? Cette troisième méthode est celle qui est utilisée dans les marais salants. Donc, certains d'entre vous savent peut-être ce que sont des marais salants. D'accord? C'est des marais dans lesquels on va récupérer le sel. Et on utilise donc là aussi une méthode de séparation. Donc, cette méthode de séparation d'un mélange, ça s'appelle l'évaporation. Alors on note en bleu à la suite l'évaporation, vous sautez des lignes pour que ce soit propre. Ok. L'évaporation. Alors l'évaporation, elle, on s'en sert dans les marais salants. D'accord, donc une petite photo d'un marais salant, ce serait pas mal. Et ben voilà. Donc le marais salant, c'est un dispositif dans lequel on fait rentrer de l'eau. D'accord? Pas n'importe quelle eau, on va faire rentrer de l'eau de mer ou de l'eau d'un océan. D'accord? Donc c'est l'eau qui va être naturellement salée. Le sel est parfaitement dissous dans l'eau, c'est un mélange homogène, et pourtant on va récupérer à la fin le sel. D'accord? Je dis bien à la fin parce qu'il y a plein d'étapes avant qu'on puisse récupérer le sel. Donc les marais salants, par exemple, qui se situent dans le sud de la France, vers Montpellier, au Crau du Roi, d'accord? Là, ils sont en train de les remplir. C'est-à-dire qu'ils font rentrer de l'eau de la mer Méditerranée dans les marais salants. D'accord? Et cette récolte de sel solide n'aura lieu qu'au mois d'octobre-novembre de cette même année. Donc on fait rentrer l'eau maintenant, on va laisser faire ce qu'on appelle l'évaporation et on récupérera seulement ce sel au mois d'octobre. Donc le principe de l'évaporation, il est assez simple, on va laisser faire le soleil et le vent.
D'accord. Le soleil, lui, va chauffer l'eau qui est dans les marais salants. D'accord. En chauffant, on l'a vu, cette eau va passer d'un état liquide à un état de gaz. Ok. Et le vent, eh ben, il va pousser ce gaz plus loin. Donc petit à petit, l'eau qui est contenue dans les marais salants va s'évaporer. Et comme c'est que l'eau qui s'évapore, va se concentrer à l'intérieur le sel. Et en fait, on enlève l'eau, on enlève l'eau, on enlève l'eau, on enlève l'eau. Et à un moment, eh ben, on va réussir, par évaporation, à saturer l'eau qui est contenue dans les marais salants. Et comme on sature l'eau, bah, c'est-à-dire qu'à un moment, plus on retire de l'eau, eh ben, il va rester du sel solide qui va commencer à apparaître. D'accord? Donc, on fait comme ça une saturation de l'eau des océans par évaporation. Et comme on continue à retirer l'eau, le sel va petit à petit apparaître sous forme solide. D'accord? Donc, c'est le principe de l'évaporation. On note tout ça? Alors, l'évaporation permet de récupérer les solides dissous dans un mélange. Au cours de ce phénomène, virgule, les liquides s'évaporent sous forme de gaz dans l'atmosphère. Donc c'est un peu une répétition de dire que ça s'évapore sous forme de gaz, mais ce sera plus précis pour vous. À la fin, virgule, il ne reste dans le récipient que les constituants solides. Hop, on va mettre ça. Oh, il y a un petit peu dans mon logiciel, je crois qu'elle commence à saturer lui aussi. Alors on y va, l'évaporation permet de récupérer les solides dissous dans un mélange. Au cours de ce phénomène, les liquides s'évaporent sous forme de gaz dans l'atmosphère. À la fin, il ne reste dans le récipient que les constituants solides. Ok? Donc, cette méthode d'évaporation que l'on utilise dans les marais salants est bien sûr assez lente. D'accord, on fait rentrer au mois de mars, on récupère au mois d'octobre, novembre le sel sous forme solide. On peut bien sûr accélérer le phénomène, sauf que si on veut accélérer le phénomène, il va nous coûter de l'énergie et donc de l'argent. D'accord? Donc pour accélérer ce phénomène, c'est simple, on aurait juste à chauffer l'eau. Donc on prend de l'eau de l'océan, on va dans une casserole, on fait chauffer, l'eau va s'évaporer et il ne va rester au fond de la casserole que le sel. D'accord? Par contre, on aura dépensé beaucoup d'énergie pour faire s'évaporer toute cette eau, alors que le soleil et le vent le font très bien naturellement et ça ne coûte rien. Ok? Donc, à partir de là, nous avons défini ce qu'était la filtration, nous avons défini ce qu'était une décantation, vous en avez fait un schéma, et nous venons de définir ce qu'on appelle l'évaporation. Ok? On va donc arrêter là pour ce premier cours, ensemble, à distance. Le seul travail que vous avez à faire, c'est donc de compléter votre cahier, corriger le schéma de la filtration, faire le schéma propre de la décantation, et ensuite compléter le cours sur l'évaporation et comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ok. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez vous balader sur Google Maps et vous cherchez le Grau du Roi. Et au Grau du Roi, vous essayez de trouver. Il y a d'énormes marais salants. Alors, ils sont pas vraiment gros, ils sont proches du Grau du Roi. Ils sont entre le Grau du Roi et Aigues-Mortes. Donc, voilà, essayez de voir la taille des marais salants. Et si vous voulez comparer la taille des marais salants, donc au Grau du Roi, vous avez un terrain de foot. Donc, vous verrez la taille du terrain de foot à comparer avec les différentes tailles des différents marais salants.
Ok, donc je vous laisse faire ça, pas de travail pour la semaine prochaine, pas de QCM, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, on va essayer de laisser de la place à Pronote pour que les troisièmes puissent me répondre au QCM tranquillement sans trop saturer le réseau. Voilà, et ben bonne continuation, bon courage et à bientôt. Au revoir.